sommes engagés publics. Bienvenue aux engagés publics. Cette semaine, on reçoit Catherine Fournier, députée de Marie-Victorin. Bonjour Catherine, comment vas-tu? Bonjour Denis, je vais très bien, toi? Oui, ça va super bien. Catherine, tu es particulièrement active depuis un certain temps. Écoute, on a tellement de dossiers à discuter, ça en est pratiquement incroyable. Je sais pas par où commencer. C'est un signe qu'il faut que j'aime plus souvent en engagé public, je pense. Oh, wow, ça, là, tu me fais plaisir. J'aime beaucoup entendre ça. Écoute, il est question d'une motion, OK, où tu demandes au gouvernement de se doter d'un plan d'action interministériel pour lutter contre les polarisations sociales et la radicalisation menant à la violence. Il est question d'une motion sur la réglementation des algorithmes des réseaux sociaux. Ça m'intéresse particulièrement parce que, écoute, je suis tellement content qu'enfin, il y ait un élu qui s'intéresse à ce genre de sujet-là. Et aussi, ben là, mine de rien, comme tu vas lancer ton propre mouvement souverainiste. Fait que là, on va les reprendre dans l'ordre, OK? Si ça t'ennuie pas, c'est les 3 sujets que j'aimerais qu'on parle ensemble aujourd'hui. J'espère qu'on va avoir le temps de tout couvrir. Sinon, faisons ça un peu plus court pour être certain que tu nous aies donné les grandes lignes là, de chacun des points. Donc, la fameuse... Ouais, c'est ça. La fameuse motion demandant au gouvernement de se doter d'un plan d'action interministériel, je le lis au complet parce que probablement que chaque mot est important là, pour lutter contre les polarisations sociales et la radicalisation menant à la violence. Est-ce que tu peux nous expliquer de quoi il s'agit exactement? Oui, tout à fait. Ben, d'abord, il faut savoir que c'est l'aboutissement d'une démarche. En tout cas, c'est une grande étape dans ma démarche, une démarche un peu personnelle au départ, parce que la question de la polarisation, c'est quelque chose qui m'interpelle beaucoup, je dirais, depuis mes débuts en politique, mais même avant. Le fait qu'on voit que la nuance commence à disparaître de plus en plus dans les différents débats politiques, puis ça, on le voit même à la lumière là, des plus récents, débats de société. Donc, je me suis toujours intéressée à cette question-là. Mais là, c'est certain que le contexte de la pandémie de COVID-19 depuis l'année 2020 a comme créé un microcosme social assez particulier. Puis, comme bon nombre de Québécoises et Québécois, j'ai remarqué au printemps dernier, là, je dirais à la fin du mois d'avril, au début du mois de mai, qu'il y avait vraiment des tensions sociales qui commençaient à s'accentuer. Bon, je le voyais personnellement sur les réseaux sociaux, comme je suis très active. J'ai vu vraiment qu'il y avait comme un changement dans le discours. On était passé peut-être d'un moment où il y avait une très grande solidarité les premières semaines de la pandémie à un moment où on voyait que pour toutes sortes de raisons, il y avait des gens qui peut-être semblaient un peu plus à fleur de peau. Puis d'ailleurs, c'est totalement normal dans le contexte qu'on est en train de vivre, mais c'était quand même quelque chose qui me préoccupait. Donc, j'ai pris une pause, en fait, des réseaux sociaux tellement que Ah oui? ça m'a comme, ouais, parce que je trouvais ça très lourd. On dirait que, bon, moi, j'ai toujours modéré mes propres pages aussi de réseaux sociaux, puis on dirait que j'avais jamais vu autant de hargne, là, sincèrement. Si je peux me permettre, Catherine, pour avoir fait l'allée, puis c'est vraiment un hasard, là, je sais pas si tu te souviens, un moment donné, dans le temps que je voyageais beaucoup, je travaillais à Montréal, j'avais fait le retour vers Québec, puis le hasard nous avait assis ensemble dans le même autobus, puis tout le long, je me souviens très bien qu'effectivement, je t'ai vu faire la modération toi-même, prendre la peine de répondre à chaque commentaire sur ta page Facebook. J'avais été vraiment impressionné de voir ça, mais je te laisse poursuivre, je voulais juste témoigner qu'effectivement, c'est vraiment toi. C'est bon, j'ai la preuve. Oui, un témoin. C'est vraiment moi. Un témoin, 3 heures de gestion de communauté. Ouais, sérieux, j'avais jamais... Puis en fait, je trouve c'est important de le faire parce que je trouve que ça ajoute, tu sais, c'est l'authenticité. Puis en tout cas, pour moi, ça a toujours été quelque chose d'important. Mais en tout cas, toujours est-il que j'ai remarqué vraiment ce changement-là. Puis j'ai eu besoin de prendre du recul parce que je trouvais ça assez lourd. Parce qu'en même temps, bon, il y a de la détresse dans tout ça aussi qu'on peut dénoter. Puis donc, j'ai réfléchi à ça durant l'été, ce qui m'a amené au mois d'août à commencer à amener le discours là au niveau de l'augmentation de la pensée complotiste. J'ai questionné le premier ministre sur ce sujet-là. Bon, à ce moment-là, il n'y a pas grand monde qui prenait ça vraiment au sérieux. Justement, est-ce que ça a été banalisé comme sujet? J'ai l'impression que oui, au départ. Je pense que c'est vraiment le fait que les gens ne prenaient pas trop ça au sérieux. Peut-être que moi, le fait que je sois très présente sur les réseaux sociaux, ça me donnait peut-être une longueur d'avance dans
sur le phénomène, dans le sens Ouais. où j'en étais peut-être plus consciente que certains autres élus. Je sais pas trop, mais en tout cas, je sais qu'on avait un peu même on m'avait un peu ridiculisé d'avoir Ah. utilisé ma question. Mais il y avait certains chroniqueurs qui trouvaient ça particulier que j'utilise ma question au premier ministre pour lui parler de ce phénomène-là. Mais pourtant, les semaines suivantes ont montré que c'était vraiment effectivement quelque chose qui Mais était ça. quand même sérieux. Là, on a vu certains débordements, comme très récemment là, la manifestation devant la résidence privée du docteur Arruda. Alors, mes interventions ont fait en sorte qu'il y a plusieurs experts qui m'ont contacté, des experts de la question de la radicalisation. Puis j'ai tenu, je dirais, là, vraiment plusieurs rencontres avec eux pour voir, bon, quelles étaient les pistes de solutions envisageables, non seulement pour ce qu'on est en train de vivre à l'heure actuelle, là, qui est vraiment la radicalisation d'une frange de la population qui adhère aux théories du complot, mais également les radicalisations de façon générale, parce que bon, c'est pas un phénomène qui se limite à une seule idéologie ou à un seul contexte social. Alors c'est pour ça que c'est important de l'élargir, puis en discutant avec ces différents experts-là, des chercheurs, il y en a plusieurs parmi eux qui m'ont soulevé le fait qu'on n'a pas de plan au Québec en matière de prévention de la radicalisation. En fait, on en avait un. On en a eu un entre 2015 et 2018. Mais il y a deux choses là-dedans. C'est que d'abord, le plan n'a pas été renouvelé après 2018 à l'arrivée du plus récent gouvernement au pouvoir. Puis on n'a jamais fait le bilan du plan interministériel qui a eu cours entre 2015 et 2018. Donc ça, c'est dommage. Puis il y avait aussi le fait qu'en 2015, en fait, on a adopté ce plan-là vraiment en réaction aux événements d'actualité de l'époque là, qui était le départ là, de jeunes cégepiens vers la Syrie. Donc, on avait décidé de faire un plan de lutte contre la radicalisation à ce moment-là, puis on l'avait même confié entre les mains du ministère de l'Immigration. Puis je trouve ça vraiment complètement ridicule parce que c'est évident que la question de la radicalisation puis des polarisations sociales qui sont en fait souvent à la source de la radicalisation, c'est pas du tout un enjeu lié à l'immigration. C'est sûr qu'il y a des facteurs de vulnérabilité qui font en sorte que quelqu'un peut avoir tendance à tomber dans un processus, si on veut, de radicalisation. Là, c'est souvent un processus qui se passe sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois ou même des années. C'est pas un phénomène d'immigration, on est d'accord. Il y a il y a des, comment t'as appelé ça? Il y a des éléments qui rendent la chose plus sensible. Il y a des facteurs de vulnérabilité. Des facteurs de vulnérabilité, c'est bien dit, merci. Il y a beaucoup de monde qui font un lien facile, par contre, avec les problèmes de santé mentale. C'est vrai, c'est pas du tout le cas d'ailleurs. Moi, j'ai tenu à dire que c'est important de pas stigmatiser les personnes atteintes de troubles de santé mentale. Ouais. En fait, selon les recherches, parce que oui, j'ai fait mes recherches, on voit qu'il y a à peu près seulement 20% des gens qui se radicalisent qui sont atteints d'un trouble de la santé mentale. Donc, ce n'est vraiment pas c'est pas, je veux dire, un facteur commun à tout le monde. Puis c'est même une minorité. Donc, il y a plusieurs facteurs. Puis même chose quand on voit des gestes violents qui sont posés. Souvent, là, la santé mentale, c'est pas, ça peut être un facteur de vulnérabilité, mais c'est pas nécessairement l'élément déclencheur. En fait, c'est bien rare que ça le soit. Par contre, il y a des études qui montrent que les polarisations sociales, donc un contexte social tendu, peut être un élément déclencheur à un acte violent. Donc, ce que j'ai constaté, c'est que c'était vraiment une préoccupation des chercheurs et des experts du domaine, parce que plus il y a de polarisation sociale, plus il y a de tension, mais plus le bassin est grand pour la radicalisation, malheureusement. Puis il faut juste, souvent les gens qui se radicalisent par la suite vont agir en solitaire, s'il y a un geste grave ou violent qui vient à être posé. Mais souvent, c'est comme motivé par le contexte qui est autour de l'enjeu, bien malheureusement. Le pont avec les réseaux sociaux est facile à faire aussi, hein, parce que le veut pas, la radicalisation et l'information, même entre ces différents groupes-là, circule beaucoup à travers justement les réseaux sociaux. Donc, est-ce que c'est à la base de ta réflexion? Est-ce qu'il y a eu un mix dans ta réflexion avec ta motion sur la réglementation des algorithmes?
Oui, il y a clairement un lien, ça fait partie de cette réflexion-là globale. C'est certain que j'ai l'impression, puis bon, c'est pas juste une impression, là, c'est même confirmé par la science, mais dans les dernières années, une des raisons pour lesquelles nos sociétés se sont énormément polarisées, puis pourquoi on déplore d'ailleurs que c'est vraiment difficile maintenant d'avoir une position plus grise ou plus nuancée dans un débat, qu'on voit vraiment les choses blanc ou noir, c'est notamment en raison des algorithmes des réseaux sociaux. Puis pour ceux là, qui nous écoutent, qui seraient pas nécessairement familiers, on sait que l'objectif des réseaux sociaux pour faire de l'argent, c'est de nous montrer le plus de publicité possible. Puis comment est-ce qu'ils nous montrent le plus de publicité possible? Ben, c'est si on reste le plus longtemps en ligne sur leur plateforme, parce que nécessairement, plus on passe de temps, plus on voit de publicité. Donc là, les plateformes déploient toutes sortes de stratégies pour nous garder le plus possible en ligne. Puis, ils sont très bons pour exploiter la psychologie humaine. Et tu sais comme moi, Denis, que peu importe dans laquelle vertu on voudrait se draper, l'être humain étant ce qu'il est, nous aimons mieux voir des choses qui nous plaisent quand on va sur Internet que des choses qui nous plaisent pas. On n'aime pas ça être confronté à des opinions contraires aux nôtres, ou en tout cas, du moins, c'est pas ce qu'on préfère. On préfère voir des gens qui pensent de la même façon que nous. Et ça, les plateformes de réseaux sociaux le savent très bien. Ben oui, exactement. Donc, c'est pour ça que les plateformes analysent nos comportements sur le web et voient le contenu qui est susceptible de nous plaire, parce qu'ils voient qu'on va interagir davantage avec ce contenu-là, on va davantage avoir de réactions, on va faire des commentaires, on va partager. Et l'algorithme, c'est de l'intelligence artificielle, comme tu le sais très bien, mais ça enregistre tous nos comportements et ça fait en sorte que ça va nous montrer de façon de plus en plus précise des contenus qui nous plaisent, ce qui est à la base du phénomène des chambres d'écho. Voilà. Une chambre d'écho, c'est un monde qui est personnalisé selon nos intérêts, puis ça fait en sorte qu'on a tendance à penser que c'est la seule information qui existe, ou que ce sont les opinions qui sont davantage en vogue. Hein? Exactement. On pense que c'est comme ça que tout le monde pense, parce que c'est seulement ça qu'on voit sur nos réseaux. Quand j'étais actif en militant en politique, les premières années où on a été confrontés justement à cette nouvelle réalité-là des médias sociaux, à l'impact des médias sociaux sur les campagnes, le choc que ça a été, toi, quand on a reçu les vrais résultats versus justement d'avoir été confronté à l'image que nous retournaient nos bulles tout au long des campagnes. Le jour de l'élection, on se rend compte qu'on faisait un 12-14%, alors qu'on était certain que de par notre bulle, là, je te parle, on est dans les années en 2012, on était certain que de par justement le fait qu'on était conforté par nos propres bulles, on pensait qu'on faisait beaucoup plus fort que ça, que tout le monde était d'accord avec nous. Ça avait été un choc à l'époque. Donc, premier choc frontal. Premier choc frontal avec les chambres d'écho à ce moment-là. Tout à fait. Puis on est en 2020, mais c'est pas... les bulles sont encore plus fortes. Tu sais, l'algorithme, c'est quelque chose qui est en continu. Donc, l'intelligence artificielle, on l'arrête jamais. Elle apprend davantage chaque jour. Donc, c'est encore plus poussé aujourd'hui. Puis, malheureusement, tu sais, c'est pas nécessairement tout le monde qui comprend ou qui sait même comment fonctionnent les algorithmes. On a vu que il y a quand même un documentaire qui a quand même certaines vertus pédagogiques là, pour quelqu'un qui voudrait s'initier au sujet qui est derrière nos écrans de fumée sur Netflix. Le Social Dilemma. Oui, exactement. C'est pour, je pense que c'est quand même un bel outil pédagogique pour quelqu'un qui voudrait s'initier à ces enjeux-là. Mais moi, ce que je revendiquais également lorsque j'ai proposé au gouvernement là, de se doter d'un plan interministériel de lutte contre les polarisations sociales, c'est d'avoir une campagne de littératie numérique à grande échelle, donc pour la population générale, mais en priorité, bien sûr, dans les écoles, pour qu'on puisse réellement comprendre comment fonctionnent les plateformes avec lesquelles on interagit tous les jours et qui ont une énorme influence sur nos relations sociales. Ta motion de réglementation, à ce moment-là, ça prenait quelle forme? Comment tu vois ça? C'est quoi ta vision de la réglementation du contrôle qu'on pourrait avoir comme État sur les algorithmes des réseaux sociaux?
je le dis d'entrée de jeu, bien sincèrement, c'est extrêmement compliqué comme enjeu. Tu le sais évidemment. J'ai parlé avec quelques experts dans le domaine, puis c'est pas simple hein, parce qu'un algorithme, c'est alimenté de jour en jour, comme je disais, là, c'est de l'intelligence artificielle. Donc une fois qu'on le crée, c'est un peu comme créer un monstre. C'est très difficile à contrôler puis à réguler. Donc même les fondateurs de certaines plateformes probablement n'avaient pas anticipé certains effets de leur plateforme. Donc c'est la difficulté, mais en même temps, du moment que tu as créé ça, qu'il y a comme ce monstre ou cette boîte de Pandore qui existe, il faut qu'on puisse mettre la responsabilité sur les gens qui sont les créateurs de ces plateformes-là. Il faut qu'il y ait de la redevabilité. Je veux dire, ce sont parmi les plus grandes entreprises au monde, parmi celles qui ont le plus grande influence sur notre vie notre vie individuelle ou notre vie en société. Donc, c'est du moment où est-ce qu'au moins on peut s'entendre comme société que c'est important qu'il puisse avoir une certaine régulation puis une réglementation, mais déjà on ouvre un espace de dialogue. Maintenant, bon, comment est-ce que ça peut être faisable? Ben oui, parce que tu sais, c'est comme de remettre la pâte dans le tube de dentifrice. Ouais, mais ça, il y a une partie de ça, on convoque les Zuckerberg comme les États convoquent Zuckerberg en commission parlementaire. Ils se présentent même pas en dehors des États-Unis, puis on a zéro pouvoir dessus. C'est vraiment pas simple. Mais ce qui est décourageant, c'est qu'on a laissé faire. Tu sais, Facebook existe quand même depuis presque une quinzaine d'années maintenant, puis là c'est dans les dernières années que les États ont commencé à se réveiller sur les effets. Puis bon, moi, je le dis en toute transparence, j'ai eu une rencontre à la suite de cette motion avec le ministre du Patrimoine canadien qui est responsable du dossier. Puis bon, j'étais contente que le ministre s'intéresse à cette question-là, puis qu'il reconnaisse l'unanimité de l'Assemblée nationale sur la question. Mais en même temps, je pouvais pas m'empêcher d'être complètement découragée de voir à quel point on est en retard dans ce dossier-là. On parle même pas, on n'est même pas rendu à discuter de la réglementation des algorithmes. En fait, en ce moment, ce que le gouvernement canadien est en train de faire, c'est de demander aux plateformes de nous donner des statistiques. Je te donne un exemple. Le gouvernement sait même pas combien il y a d'utilisateurs sur Netflix au Canada. Ah ouais. Donc, on part comme vraiment de la base. Puis je comprends que c'est important de partir de la base, mais en même temps, quand tu vois tout le travail qu'il y a à faire, ça donne un peu le vertige. Je veux dire, ces plateformes-là continuent de prendre de l'expansion pendant ce temps-là, puis ça continue d'avoir une grande influence. Et encore une fois, la semaine dernière, avec l'élection américaine, on voit que quand même, il y a certains mouvements de fond qui ont passé peut-être un peu plus inaperçus qu'ils ne l'auraient dû aux yeux des sondeurs, par exemple. Donc, clairement, il y a des choses qui sont peut-être pas mesurables, qui se passent sur les réseaux sociaux puis qui ont une influence après ça dans notre vie, que ce soit la vie sociale ou la vie politique. Mais ceci étant dit, c'est sûr que moi, quand je pense à la réglementation des algorithmes des réseaux sociaux, je pense à on peut s'inspirer de ce qui se fait en publicité de façon générale. Les gens qui font de la publicité dans les médias traditionnels, les entreprises ont vraiment des règles très, très serrées. Moi, je peux pas concevoir qu'on laisse des plateformes web jouer avec la psychologie humaine pour générer de la dépendance, par exemple. On parle de contrôle là, sur les jeux vidéo, les jeux vidéo qui créent de la dépendance. Il y a même des gens qui ont poursuivi en justice certaines entreprises. Ben, à côté de ça, on voit des grandes entreprises, des géants du web dire clairement que leur but, c'est qu'on passe le plus de temps possible sur leur plateforme. C'est ça leur modèle d'affaires. On parle beaucoup depuis quelques années du fameux marché de l'attention. Mais c'est ça l'avenir, c'est de capter le plus longtemps notre attention pour nous pousser du contenu, pour nous pousser la publicité. Puis ça, c'est éminemment problématique parce que là, on voit c'est la première génération d'adolescents qui grandissent avec les plateformes web, puis on voit à quel point ça a un effet délétère sur la santé mentale des jeunes, avec toutes les conséquences sociales que ça peut avoir. Donc c'est triste, mais j'ai l'impression qu'en ce moment c'est comme une génération qu'on est en train de pas de sacrifier, mais c'est elles qui vivent cette espèce de laisser-faire des gouvernements sans qu'on voit vraiment
quel en sera le résultat dans 10 ou 15 ans. Donc, Voilà. c'est ma préoccupation. Puis j'espère qu'on va pas laisser une autre génération avant d'intervenir. Puis je sais que c'est loin d'être simple, mais il faut reconnaître un problème si on veut réussir à agir par la suite. Quand j'étais jeune, moi je suis vieux. Quand j'étais jeune, mes parents, nos parents accusaient le heavy metal. Est-ce qu'il y a une forme de dramatisation? Est-ce qu'on exagère un peu l'impact des médias sociaux ou c'est des choses qui sont documentées, toute cette problématique-là sur les jeunes, cet effet néfaste-là sur les jeunes que tu décris? C'est documenté. Il y a même déjà plusieurs études qui montrent qu'il y a un effet direct entre une plus grande utilisation des réseaux sociaux et la santé mentale. D'ailleurs, j'invite celles et ceux qui nous écoutent. Il y a une fondation qui vient d'être lancée par Alexandre Champagne. Ça s'appelle la Fondation Le Ciel, qui est vraiment un centre pour l'intelligence émotionnelle en ligne. Puis, il partage vraiment plusieurs contenus qui montrent à quel point il y a un lien entre les deux, puis que c'est important, non pas de dire d'aboliser les réseaux sociaux, parce que ça, on s'entend, c'est pas la solution. C'est là pour rester. Ça peut être un outil vraiment formidable. Ça nous permet de rester en communication, de s'informer. On le voit d'autant plus durant cette pandémie. Je pense qu'on est tous très heureux de pouvoir avoir ces outils-là, puis ça serait pas la même chose si ça n'existait pas, puis ça permet de mobiliser des gens aussi autour de certaines causes hyper importantes. Donc, il y a plein d'aspects positifs aux réseaux sociaux, mais encore une fois, il faut qu'il y ait de la redevabilité de ces entreprises, et d'un autre côté, il faut que les jeunes et moins jeunes, on puisse être éduqués par rapport à une bonne utilisation des réseaux sociaux, de comprendre les mécanismes qui se cachent derrière. Alors, on parle de littératie numérique, on parle d'outils citoyens également. Donc, je pense que le gouvernement peut aussi jouer un rôle non seulement dans le programme éducatif, mais dans pour les générations peut-être plus âgées qui consultent les médias traditionnels, c'est vraiment des campagnes ciblées au niveau de la littératie numérique. Et très jeune, hein? Faut pas attendre trop longtemps. Non, les jeunes sont en contact effectivement avec ça là, au primaire. Là, on s'entend. Il y a des jeunes qui utilisent les parents, en tout cas les parents que je connais, ont souvent des jeux là, dans leur téléphone auxquels leurs enfants vont jouer. Fait que on n'est pas les enfants, ils vont connaître très tôt là, l'utilisation non seulement évidemment des téléphones ou des tablettes, mais aussi des plateformes. C'est certain que je pense que c'est l'âge est de plus en plus jeune là, auquel les enfants veulent avoir accès à Instagram, à Facebook. Donc, il me semble que le plus tôt, le mieux. Qu'est-ce que la souverainiste Catherine Fournier faisait dans une rencontre avec le fédéraliste Stephen Guilbeault? Vous vous êtes parlé de quoi exactement, concrètement? Moi, j'ai déposé cette motion-là à l'Assemblée nationale, puis ça a été unanime. Donc, je me suis dit que ce serait une bonne chose de lui envoyer. Puis écoute, j'étais quand même agréablement surprise de voir que le ministre trouvait ça intéressant que l'Assemblée nationale soit unanime à ce sujet-là. Puis il m'a carrément proposé, son cabinet m'a proposé une rencontre avec lui. Oui, c'est eux qui m'ont sollicité. Je pense qu'ils voulaient connaître mes idées, donc je leur ai jasé de mes préoccupations. Moi, je veux dire, oui, je suis souverainiste. Bon, c'est pas le chemin qu'il a choisi. Là. Je sais pas quelles sont ses convictions dans son cœur, mais du moins, je pense que là-dessus, on se rejoint. Puis non, ça c'est clair, mais en même temps, mais au niveau de cet enjeu-là, peu importe, si je veux dire si le Québec était un pays, il faudrait c'est un enjeu qui va se passer au niveau international. Tu sais, ça prend une concertation, ça prend un poids politique de plusieurs pays qui s'allient ensemble, parce que je veux dire, les géants du web maintenant, on les a laissés faire, puis ils sont plus puissants que certains pays et que bon nombre en fait de pays du monde. Alors pour avoir un contre-poids soit efficace, il faut qu'il y ait plusieurs pays. Donc, écoute, moi, je prépare déjà l'alliance entre le Québec et le Canada pour se liguer, pour avoir un pas politique au niveau des géants du web. Non, mais sans blague. C'était intéressant. Puis, ça m'a permis, de non seulement lui transmettre peut-être certaines pistes de réflexion, mais également de savoir où on en était dans cet enjeu-là. Je dois dire que je suis pas ressortie de là avec beaucoup d'espoir, dans le sens où, comme je te dis, on est vraiment loin, puis c'est un peu décourageant. Mais bon, au moins, je sais maintenant
réalistement où on en est, puis en même temps de savoir d'où on part, mais ça aide à peut-être concevoir une meilleure stratégie. Ouais, un plan. Pour pouvoir négocier ou échanger de l'information égale à égale avec un autre pays, il faut commencer par en faire un. Hein? Fait que là, Exact. tu lances ton mouvement souverainiste. Écoute, explique-nous, c'est le projet Ambition Québec. Là, il y a plein de monde qui essaie de te faire dire que tu t'es en train de faire un parti, j'imagine. Fait que je te laisse nous expliquer un petit peu c'est quoi ta vision puis le projet que tu lances. Puis j'aimerais savoir, t'es-tu tout seul là-dedans? Ben, c'est ça que je n'apprécie pas dans ce titre de Catherine Fournier qui lancerait son mouvement. D'abord, Ouais, hein? c'est pas moi qui lance le mouvement. Moi, par C'est contre, qui? je peux le dire, tu sais, je veux dire, j'ai lancé cette idée-là de créer l'organisation du projet Ambition Québec il y a 1 an. Mais bon, il y avait plusieurs personnes qui m'assistaient dans cette démarche-là. Il y avait près de 3000 personnes qui m'avaient déjà signifié leur appui. Puis, à la suite, exactement, à la suite de la publication de mon livre à l'automne dernier, qui est un livre homonyme, là, le projet Ambition Québec, où je lançais l'idée de cette organisation-là, il y a énormément de gens de qualité, compétents, qui m'ont contacté, des gens qui partageaient la même analyse que moi. Donc, au fil de rencontres, j'ai réussi à rassembler une équipe qui est devenue l'équipe fondatrice officielle du projet Ambition Québec parce que l'organisation, elle n'était pas créée encore officiellement. Le nom était réservé au registre des entreprises, mais je veux dire, le CA était à construire, le projet en tant que tel, la mission, la vision, les valeurs de l'organisation, nos actes d'orientation. Donc, c'est là-dessus que nous avons travaillé très fort dans les derniers mois pour être utile, pour être complémentaire également à ce qui se fait déjà En au fait, là, sein du mouvement souverainiste. tu touches une de mes questions qui m'importe beaucoup, qui m'intéresse beaucoup. C'est quoi, là? C'est-tu parce que vous allez mieux le faire que ceux qui sont en train de travailler à le faire ou allez-vous le faire en complément pour venir couvrir un autre angle et qui n'est pas bien couvert? Est-ce que tu as eu des discussions avec les autres mouvements, que ce soit le Parti québécois ou les Oui Québec ou les tout autres? Écoute, il y en a tellement est-ce que tu as eu des discussions avec d'autres organisations qui travaillent à l'indépendance? Avant de répondre à ta question, je vais revenir sur ton autre commentaire de tantôt là, sur le parti politique, parce que ça, je vais être vraiment claire. Là. Le Ouais, ouais, projet donc. Ambition Québec, ce n'est pas un parti politique et ça n'a pas l'intention de le devenir, ni maintenant, ni jamais. OK? Fait que ça, on met ça au clair. C'est vraiment une organisation non partisane. Moi, j'ai choisi de devenir députée indépendante à l'Assemblée nationale, députée souverainiste indépendante, parce que je crois fondamentalement que c'est par l'action politique non partisane qu'on va réussir à entreprendre une vraie régénération des forces dans le mouvement souverainiste. Ça veut pas dire qu'il y a personne d'autre ne peut le faire. Moi, je pense qu'au contraire, il y a plusieurs approches qui doivent être combinées. Parce que l'analyse que je fais du mouvement, c'est que on a arrêté d'additionner à l'extérieur des cercles déjà convaincus. Puis pourtant, si on veut réussir une prochaine fois, si on se base sur les appuis au référendum de 95 et actualisé à la population d'aujourd'hui, ça nous prend au moins 3 millions de personnes. Est-ce qu'on pense réellement qu'un seul véhicule, que ce soit un parti ou une organisation de la société civile, peut avoir une approche qui réunit autant de monde? Personnellement, je crois que dans le contexte qui est le nôtre aujourd'hui, où les gens s'engagent davantage peut-être pour des causes plus particulières, ou ont davantage un engagement à la carte, on peut pas évacuer ce facteur-là. C'est quelque chose qui existe et qui est même documenté par des sondages, par des études. Donc, je pense que c'est légitime de dire, OK, on va avoir plusieurs approches peut-être pour réussir à rallier différents groupes de gens. Après, bien sûr, il faut trouver des façons de s'entendre, il faut trouver des façons de travailler ensemble. Puis moi, je suis vraiment ouverte à collaborer avec tout le monde. C'est la même chose pour l'ensemble de l'équipe là, qui est à la base du projet Ambition Québec. D'ailleurs, on va bientôt, on lance l'organisation le 19 novembre, on va dévoiler notre site web, mais on donne de la place aux autres organisations non partisanes de la société civile parce qu'on pense que c'est vraiment en additionnant ce genre d'initiative-là qu'on va réussir à créer un momentum dans la population. Et moi, je suis convaincue que tant qu'il n'y aura pas un momentum dans la population autour du projet de pays, mais jamais ce sera possible d'avoir un rassemblement politique
des souverainistes au niveau, au palier politique québécois qui va nous permettre d'enclencher la démarche. Je pense que ça doit vraiment venir de la base si on veut générer de l'adhésion, si on veut générer quelque chose qui permet par la suite là, d'avoir un vrai rassemblement politique, comme ça s'est fait notamment en Catalogne. C'est quoi votre distinction? C'est quoi l'élément qui va faire que vous allez avoir un message qui va parler à justement une clientèle à laquelle vous avez choisi de vous adresser? Ouais, ben c'est sûr, on s'en est jamais caché. Nous, on souhaite cibler particulièrement là, celles et ceux qui ont pas eu l'occasion de se prononcer sur l'enjeu de l'indépendance. Alors, les nouvelles cohortes d'électeurs, que ce soit tous les Québécois, les Québécoises de 42 ans et moins, de même là, que les gens qui sont arrivés ici, même depuis le dernier référendum. Puis nous, on croit que c'est par l'action locale qu'on va pouvoir rebâtir ou contribuer à relancer le projet de pays. Je peux pas en dire encore trop de détails parce que ça va venir dans les prochains jours, mais c'est clair, oui, c'est jeudi 19 novembre. Puis d'ailleurs, celles et ceux qui sont intéressés, on lance également un manifeste ce mardi, le 17 novembre, qui en dit davantage aussi sur les fondements et les idées de notre organisation. Mais l'objectif, c'est ça, c'est vraiment de repartir de la base dans les communautés, les milieux de vie pour contribuer par la suite à ce projet de pays. Puis je te dis tout de suite, Denis, c'est une voie qui n'a jamais été empruntée par le mouvement souverainiste auparavant. Donc, clairement, on se distingue et on est complémentaires aux autres avec lesquels ça nous fera plaisir de collaborer dans l'avenir. C'est qui est là-dedans avec toi? Est-ce qu'il y a d'autres personnalités? C'est des gens très intéressants et impliqués, engagés dans leur milieu. Je pourrais te nommer certains noms, mais je veux dire, c'est pas à part peut-être Monsieur Pierre Marois, qui est évidemment un monument là, du Québec, qui est un ancien ministre sous le gouvernement de René Lévesque. Ce sont des gens géniaux qui forment une formidable équipe, mais qui sont pas nécessairement là, des personnalités publiques. Puis sérieusement, c'est bien correct parce que un mouvement citoyen, il faut que ça rassemble des gens de tous les milieux. Et nous, on a des gens là, qui sont des experts en mathématiques, d'autres qui travaillent en communication, en droit, en économie, dans la fonction publique. On a vraiment une diversité de profils, puis c'est ça qui fait que c'est intéressant comme équipe, que c'est dynamique. On a une moyenne d'âge aussi qui est de 34 ans, donc une équipe paritaire, des gens qui sont issus de l'immigration, première, deuxième génération. Donc, ça va être très intéressant, puis on espère faire grandir le mouvement comme ça. C'est pas un mouvement de personnalité publique, d'élite, quoi que ce soit. On veut vraiment que ça soit un mouvement citoyen de terrain, grassroots, comme on dirait en anglais. Catherine, je peux pas t'avoir au micro comme ça sans te demander comment tu vois l'arrivée de Paul Saint-Pierre Plamondon à la tête du Parti québécois. Je pense que c'est une bonne chose. Le message, du moins, que Paul envoie, le fait que, il souhaite rebâtir, qu'il souhaite parler aux plus jeunes générations aussi. Moi, c'est un message, évidemment, que je partage, puis pour laquelle j'ai beaucoup de considération. Personnellement, je crois que ça va être par la voie non partisane qu'on va être capable de rassembler davantage ces générations-là, mais en même temps, si ça peut se faire aussi au sein des partis politiques souverainistes, moi je pense que plus on convainc de jeunes et de moins jeunes par ailleurs d'appuyer ce projet d'indépendance qu'on partage, mieux c'est. Et je souhaite qu'on puisse trouver des façons de travailler ensemble dans l'avenir. Ça va être au bénéfice du projet. Alors, moi, je vois ça de façon complémentaire. Donc là, tu devines la prochaine question. Vas-y. L'autre fois, à ce même micro, on avait Pascal qui t'invitait à revenir au parti. Est-ce que en ayant Paul qui est à la tête maintenant, tu te sentirais plus prêt de revenir peut-être éventuellement au Parti québécois? Comme j'ai dit lorsque j'ai quitté, c'est pas une question de chef. Hein. Si ça avait été une question de qui est à la tête du parti, je serais jamais partie. Une vision, là, quand même, tu viens non, mais j'aurais participé à ça au sein du PQ. Moi, je respecte énormément, vraiment, là, puis ça, j'insiste énormément celles et ceux qui font le choix de s'investir au sein du Parti québécois. Je leur lève mon chapeau. Mais c'est que moi, dans ma démarche, dans ma réflexion, je ne crois pas que ça passe par les partis politiques. Puis malheureusement, je pense pas que c'est en disant
comme véhicule politique. Ah ben c'est chez nous que le rassemblement se passe. Les autres souverainistes ne sont pas légitimes. Ça passe par un seul parti. Moi, c'est pas l'approche que je préconise. Je pense que c'est pas l'approche qui est assez rassembleuse pour reconstruire quelque chose. Je dis pas non plus. Mon objectif avec le projet Ambition Québec, c'est pas non plus de dire que nous, on rassemble plus que tel ou tel autre. L'objectif, c'est vraiment de faire de la mobilisation, de créer un engouement, un momentum pour après ça être additionné avec les autres, puis de trouver légitime également l'ensemble des partis ou des autres mouvements qui puissent exister. Donc moi, je suis vraiment plus confortable dans l'approche non partisane. Moi, c'est pour l'indépendance que je me suis engagée en politique. Donc c'est ça qui va guider mon engagement. Puis j'ai déjà pensé que le Parti québécois pouvait être ce grand véhicule de rassemblement. Maintenant, je pense qu'il fait partie de l'équation, mais qu'il n'est pas le seul. Donc, c'est pour ça que j'ai tenu à prendre un peu de recul puis à travailler à l'externe pour essayer de générer quelque chose à la hauteur de ce que je suis capable de faire de concert avec d'autres formidables personnes qui partagent le même objectif. C'était difficile de le voir, de l'envisager, de se projeter dans un autre paradigme, v'là peut-être un an, tu sais. Puis j'ai l'impression que le temps est en train de te donner raison parce qu'on le voit beaucoup plus facilement maintenant. Puis je trouve que effectivement, pour la crédibilité de tout ce que tu es en train de porter, ça lancerait un drôle de message de devoir revenir au sein d'un parti. C'est pas mon intention, puis je dirais même que depuis que je suis indépendante, ça m'a permis de prendre un pas de recul aussi sur toute cette dynamique partisane qui m'a toujours déplu, mais bon, qui avait commencé à peser peut-être un peu lourd. Mais là, d'avoir l'occasion de voir la politique sous un autre œil, d'avancer aussi les idées, les causes qui me tiennent à cœur, les intérêts des gens de ma circonscription aussi de façon différente. J'ai vu que c'était possible. Tu sais, comment j'ai quitté le parti, on me disait mon Dieu, c'est fini pour toi, tu pourras plus jamais rien faire, tu pourras plus rien faire. Tu sais, je pense humblement avoir prouvé que c'était possible de faire avancer les enjeux comme députée indépendante. Donc ça me donne un autre regard aussi sur la politique, tu sais, même au-delà du mouvement souverainiste. Puis j'espère contribuer à cette réflexion-là aussi dans les prochaines années, puis apporter peut-être l'expérience que j'ai vécue puis que je continue de vivre pour peut-être des idées pour réformer notre système politique aussi, puis de laisser davantage de place aux députés au-delà de la fameuse ligne de parti. Catherine Fournier, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'était vraiment un plaisir de t'avoir au micro. Merci beaucoup, puis je pourrais venir parler là, de plus en détail du projet Ambition Québec dans les prochaines semaines avec plaisir. Oui, tu vas être la bienvenue, puis tu t'amèneras peut-être quelques-uns de tes collègues qu'on commence à vous connaître. Oui, avec grand plaisir. Oui, j'ai hâte que les gens puissent les connaître parce que c'est vraiment des très bonnes personnes. Merci. Merci à toi.